Alors, le thème de cette 12e conférence d'experts du SINA, qu'on avait commencé il y a un peu plus de 2 ans, et qu'on organise actuellement dans ce bel amphi de cette belle faculté, c'est un thème un peu particulier, un peu innovant. Pour vous dire, je pense que c'est la première fois que dans cette série de conférences d'experts, il y a un expert qui n'est pas enseignant, qui n'est pas professeur. Parce que d'habitude, dans une faculté, on amène un expert. Lorsqu'on dit un expert, c'est plus qu'un professeur ordinaire. Il a une expertise dans un domaine donné, mais il est vrai qu'il y a des expertises en dehors de la faculté, et que justement, c'est le rôle de la faculté. C'est pour cela que la faculté a proposé à la Société marocaine de médecine générale et à son président, le docteur Benabou, et à son secrétaire général, Mme Timou, de prôner et d'abriter cette conférence au niveau de la faculté pour justement démontrer du rôle sociétal de la faculté de médecine. Malheureusement, il y a très peu d'étudiants, on le concevait parce que c'est la fin du semestre, la fin de la journée, et parce que justement on n'a pas trouvé un autre créneau horaire, vu que l'orateur il nous vient un peu de loin, si on peut dire. Il va nous dire après s'il veut d'où il vient, mais en tout cas il vient du Maroc. et donc, mais malgré tout cela, je pense, les généralistes aussi, ou les médecins en général d'Agadir et de la région, parce qu'il y a des gens qui tardent dans leur cabinet. En tout cas, ceux qui sont intéressés sont là. Alors, bon, le thème, donc, moi je vais vous dire que les initiales, c'est regard. On va Madame Timou, qui est secrétaire générale de la Société marocaine de médecine générale, oui, en pluriel, effectivement, de présenter l'orateur, d'introduire peut-être le thème, avant de donner la parole à notre expert. Très bien, Madame Timou. Merci, cher doyen, cher professeur, honorable assistance. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le docteur Benabou, qui est le président de la Société marocaine de médecine générale, qui a été honoré par la faculté de médecine et de pharmacie d'Agadir, l'invitant pour présenter dans leur 12e conférence d'experts du Benazor. Comme a dit notre cher doyen, le docteur Benabou, il vient du Maroc. Il vient exactement de Qaryat Bab Mohamed, région de Taounet. C'est un médecin généraliste privé. Il est le président fondateur de la Société marocaine de médecine générale. Il fut le président, il est toujours président fondateur de MG Maroc, président fondateur de la Société marocaine de développement de médecine de famille. Il est aussi directeur régional de la Société marocaine des sciences médicales de la région Fès-Meknès, auteur d'un carnet de santé et d'un carnet de vaccination. Bref, notre cher ami possède dans son CV de multiples titres, mais je pense que le plus important à mon sens, c'est le titre de médecin généraliste. En effet, par rapport, ou plutôt contrairement à ce que nous avons connu, nous, dans notre génération et aussi la vôtre, pour accéder à la faculté de médecine, il faut passer un baccalauréat scientifique. Le docteur Benabou, il a accédé aux études médicales en ayant un baccalauréat philo, ce qui est à mon sens plus approprié, puisque ça s'approche plus des sciences humaines, puisque la médecine s'apparente plus à une science humaine, et non parce qu'elle traite l'humain, mais parce qu'elle traite la culture générale, et aussi parce qu'elle exerce comme un art. Alors, le choix de la médecine n'étant pas le choix d'un métier, mais une destinée. Et c'est un titre que nous allons porter toute notre vie, et que nous devons de protéger et de défendre. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole au docteur Benabou, qui va nous parler du projet Regard. C'est la seule fois où le regard porte un S à la fin. C'est pas en pluriel, mais c'est plutôt le réseau généraliste d'alerte et de recueil de données sanitaires. C'est le projet phare de la Société marocaine de médecine générale. Et je vous passe la parole au docteur Benabou. Merci. D'abord,
professeur Sorebi, un citoyen très ouvert d'esprit et de cœur, vous le disiez tout à l'heure, et qui voudrait plutôt le féliciter pour le courage qu'il a eu d'inviter un médecin généraliste au sein de la faculté. J'espère que ce sera un prélude pour l'institution d'une chaire de médecine générale et que ça donnera l'exemple aux autres facultés pour également ouvrir la porte aux médecins généralistes qui ont tous une certaine expertise et qui pourront apporter un plus à nos futurs collègues, qui sont les étudiants en médecine, qui, pendant leurs études, bien sûr, ils rêvent comme nous avons rêvé, mais qui ont un avenir que nous connaissons mieux qu'eux, et on voudrait leur préparer le terrain, Inch'Allah, pour qu'ils évoluent le plus facilement du monde dans ce métier, que je n'aime pas appeler métier, et pour qu'ils évitent les erreurs que nous avons commises et pour qu'ils essayent d'innover et d'aller plus loin et plus fort, Inch'Allah. Bon, merci, monsieur le de la volonté pour le médecin généraliste en général. Là, j'ai dû essayer de faire un effort pour transmettre des messages autant aux médecins généralistes, que je remercie de s'être déplacés, qu'aux enseignants universitaires et à nos futurs confrères, Inch'Allah. J'espère être à la hauteur et de vous passer les messages les plus importants. Là, je m'adresse aux futurs médecins, Inch'Allah. Je voudrais leur présenter quand même un peu l'état des lieux. Et voilà le plan qu'on va adopter, Inch'Allah. Présentation de l'état des lieux, parler un petit peu de la formation continue, de la formation de base, qu'on peut appeler également la formation de la base, que sont les étudiants, et puis parler du regard du réseau généraliste d'alerte et de recueil de données sanitaires. Avant de conclure, et si on a le temps, on peut lancer un débat. Donc, dans le contexte où nous travaillons aujourd'hui, il y a énormément de facteurs qui interfèrent les uns avec les autres, et nous avons donc, je vais essayer d'être rapide dans ce début de la présentation. Nous allons voir les facteurs qui sont liés au système de santé, et je mets le système de santé au pluriel. On parle d'un système de santé, mais en fait il y a plusieurs systèmes de santé, comme on le verra plus tard, parce que les systèmes de santé sont cloisonnés, le public tout seul, les médecins en cabinet tout seul, les cliniques, les spécialistes, etc., les associations, chacun fait sa cuisine interne, indépendamment des autres. Il y a très peu de connexions, ce qui fait que on ne sait pas ce qui se fait globalement. Les structures publiques, on sait ce qu'elles sont, elles sont un petit peu difficiles d'accès, elles sont encombrées, mal équipées ou sous-équipées. Les rendez-vous sont vraiment un parcours du combattant. L'assurance maladie qui est en train de se généraliser n'offre pas la possibilité d'accès aux soins aux plus démunis. Nos pharmaciens sont partis, on peut en parler un peu. Ils jouent également un rôle, ce sont des acteurs de santé de premier plan. Il n'y a pas que, il y a d'autres acteurs de la santé que sont les infirmiers qui font de la médecine également. Nous avons de plus en plus de charlatans, de gens qui n'ont rien à voir avec la médecine et qui pratiquent la médecine, qui prescrivent des scanners, des bilans, etc. On le voit tous les jours, des ordonnances. Et tout ça fait que c'est un petit peu l'anarchie, et les médias qui devraient, dont le rôle premier devrait être de sensibiliser la population, de lui faire parvenir les messages, de lui faire adhérer donc cette notion de médecine et de science. Au contraire, actuellement, on voit que de plus en plus, elle tape et détruit l'image du médecin en général. Alors, il y a les facteurs liés aux médecins généralistes qui se retrouvent, étant donné du fait de ses charges, un médecin qui traite essentiellement en tant que médecin symptomatologue. Donc, il a perdu son art. On a dit que la médecine s'exerce comme un art. Là, il devient un médecin symptomatologue qui débite les patients les uns après les autres, sans dossier médical, ou très peu de médecins utilisent un dossier médical. Il y a un sondage qui avait été fait à l'époque qui a montré que seulement 3% des 3 médecins sur 10 utilisent une fiche qu'on ne peut même pas appeler un dossier médical. Il n'y a pas de carnet de santé pour faire le suivi d'un patient tout le long de sa vie. Donc c'est des ordonnances qui se perdent, on ne sait jamais quels sont les antécédents d'une personne, d'un patient donné.
Donc, et notre formation de base, telle qu'on l'a vécue, nous, aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y a un changement pour les jeunes, c'est une chance pour vous, c'est que notre formation a été essentiellement médicale. Donc, nous n'avons pas de formation, pour ce qui est de la formation médicale continue, nous n'avons pas de formation structurée. On a des tables rondes, des congrès, des symposiums, tout ce que vous voulez, ce que j'appelle un patchwork, c'est-à-dire on fait un assemblage de thèmes qui se suivent les uns et les autres. Et pour les jeunes, vous savez très bien la difficulté pour assimiler un seul cours de médecine, quel qu'il soit, combien de couches, première, deuxième, troisième couche pour apprendre un sujet. Alors quand le médecin arrive à l'âge adulte et qu'il a énormément de charges, que sa tête est pleine de problèmes de fiscalité, d'enfants, de scolarisation et tout ça, et qu'il n'a pas vraiment beaucoup d'espace pour assimiler en un quart d'heure plus un thème donné suivi par un autre, c'est on passe de la dermato à la gastro, à la psychiatrie, etc. Donc la formation n'étant pas structurée, on ne sait pas quel peut être son impact et elle est souvent dépendante des laboratoires, c'est eux qui financent la formation. C'est un autre problème et tout cela, nous ne savons pas quelles sont ces retombées sur le plan de la santé parce que notre principal souci, c'est le patient. Toutes ces facultés, toutes ces universités, c'est pour l'intérêt du patient, mais on fait des choses, mais on ne sait pas ce qu'on fait. Alors, ces formations en général ne sont pas accessibles à tous les médecins. Par exemple, dans le rural, c'est un patelin, je ne suis pas informé des formations qui se passent ici ou là, et que, donc c'est pour ça que je dis qu'elle n'est pas démocratique. Et tous les médecins ne sont pas informés, mais tous les médecins aussi n'ont pas la possibilité d'accéder à ces formations parce qu'il faut des prises en charge, il faut le temps disponible aussi pour y aller, etc. Donc, et puis on ne peut pas assister non plus à tout. Alors, notre formation, elle se fait sur le temps. Dans l'isolement total, c'est le cas par cas, on est dérouté, on n'a pas de recours, on ne sait pas à qui s'adresser devant un problème donné. Alors qu'on sait que, par exemple, à l'hôpital, c'est des staffs qui traitent une pathologie, nous sommes seuls, et généralement, on fait des erreurs de diagnostic, d'autant plus que quand on reçoit un patient, c'est au stade indifférencié de la maladie ne s'est pas encore déclarée, le patient qui veut un résultat tout de suite, il n'est pas satisfait, le lendemain, il va voir un autre médecin qui donne un diagnostic différent du premier médecin, et on a vu des patients qui voient 3 médecins dans la même journée avec des diagnostics complètement différents, donc il y a une perte de confiance. Et cela expliquerait peut-être pourquoi il y a de plus en plus de recours au charlatanisme à la médecine moderne. Alors, les facteurs liés aux médecins spécialistes, ce sont ce qu'on voit. Hein. Il faut comprendre que je ne peux pas être exhaustif et que ce n'est pas... c'est pas définitif si vous voulez ce que je dis, bien sûr, je généralise parce qu'il faut bien avoir un schéma conducteur. Donc les spécialistes souvent ils traitent en dehors de leur spécialité, c'est le chirurgien qui traite l'hypertension, le gynéco qui traite je ne sais quoi, et donc ce qui fait qu'il y a des confusions, et là aussi ça contribue à la dégradation de l'image de marque du médecin. Les spécialistes par rapport aux généralistes pour une pathologie donnée, on voit qu'ils prescrivent des bilans très très lourds et que leur traitement, ils s'orientent, comme ils disent, moi je coûte cher donc je prescris des médicaments chers, et ce qui fait que évidemment il y a une sélection de la population, ceux qui ont les moyens qui vont voir le spécialiste et ceux qui n'en ont pas, c'est autre chose. Et puis on les accuse souvent à tort qu'ils ne cherchent que l'argent, c'est pas toujours vrai. Et il n'y a pas de collaboration avec le médecin généraliste, ce qui fait qu'il y a une perte de patients. Et vous savez, quand il y a un échange entre un médecin généraliste et un médecin spécialiste, ça contribue à la formation continue du médecin aussi, parce qu'il traite en collaboration avec un spécialiste, un cas donné, ce qui n'arrive pas, quand on envoie un patient chez un spécialiste, on le perd de vue en général. Alors, les facteurs liés aux patients, ça, nous sommes marocains, on connaît notre pays, on connaît notre population. Il y a énormément de facteurs culturels, le recours à la médecine traditionnelle. En général, ils sont réfractaires à la médecine moderne. Ils se méfient des médecins à cause de leur image justement qui se dégrade de plus en plus et ils errent d'un médecin à l'autre et comme j'ai dit, ils traitent des diagnostics différents. Souvent, les moyens financiers sont limités. Ils ont souvent recours aussi à l'automédication, ça tout le monde le sait, c'est pas la peine de revenir dessus. Et il y a d'autres facteurs, quand je vous parle de Khalid Ben Mohamed,
c'est des gens qui sont coupés de la ville à cause des inondations, qu'on peut pas... Ils sont isolés, les femmes elles accouchent n'importe comment, et c'est grave. Il y a des situations dramatiques qu'on vit tous les jours. Alors en ce qui concerne les instances de médecins généralistes, pour ne pas parler de toutes les associations, elles continuent à faire ce qu'elles ont hérité de leurs aînés, c'est le même type, c'est le même modèle, c'est toujours la même manière de faire, on n'a pas innové, elles ont une vision très académique et elles sont souvent mal organisées et n'ont pas de vision globale ni de vision d'avenir. Et l'avenir, c'est vous. Je parle aux étudiants en médecine, alors devant ce contexte, qu'est-ce qu'on peut faire? Qui peut faire quelque chose? Comment? Quand? Où? Avec quoi? Avec qui? Donc la question se pose, comment faire pour résoudre ce problème? Alors, quand on parle de système, d'un système quel qu'il soit, c'est différentes composantes. Et ces différentes composantes qui doivent travailler, bien sûr, au top de leurs compétences, mais qui doivent travailler en synergie les unes avec les autres. Et si une des composantes est défaillante, c'est tout le système qui est foutu. Et tout à l'heure, quand j'ai dit que système avec S, ça veut dire que c'est foutu dès le départ, parce que nous avons plusieurs systèmes. Et comme on sait que le système est régi par des règles, c'est des lois qu'on peut peut-être même calculer physiquement, on sait que quelle que soit la performance d'une composante, on doit tous essayer d'aboutir à travailler en collaboration et en complémentarité. Alors, voici, mais est-ce qu'elle passe les... Ils sont en retard, je pense. Il y a un retard, là. Il faut voir de temps en temps la projection. Bon, ça c'est les différentes composantes du système. Non, là, la contrainte systémique. Oui, je parlais de ce qu'est un bon médecin. Un bon médecin qui est très bien formé, qui fait un bon diagnostic et un bon traitement. Bien sûr, on va dire que c'est un très bon médecin. Mais est-ce que vous pensez qu'un médecin qui fait un bon diagnostic et qui instaure un traitement, disons, adapté, est-ce qu'on peut dire que c'est un bon médecin? Oui. Quelles que soient les compétences de ce médecin-là, le résultat est nul. Et l'autre problème, quand j'ai parlé de médecin symptomatologue, c'est le médecin qui va faire un bon diagnostic, qui va donner un traitement, qui ne consacre pas de temps suffisant pour sensibiliser son patient et le faire adhérer à son traitement. Et tout le monde est perdant. Autant le médecin qui dégrade son image, autant le patient qui perd son temps, qui peut aller vers les complications et qui perd son argent, autant les organismes d'assurance maladie qui financent des choses négatives, si vous voulez. Donc il y a une perte énorme sur le plan moral, sur le plan matériel aussi. Et ce temps-là, il devrait être pris en considération dans le remboursement des actes des médecins, toutes spécialités confondues. Alors, je reprends ces phrases que j'ai entendues par mes maîtres à l'époque où j'étais étudiant, que la médecine est une science qu'on a l'impression d'avoir oubliée avant de l'avoir apprise, ou alors qui s'apprend 10 fois et qui s'oublie 11 fois. Cela nous projette dans l'avenir, c'est-à-dire qu'il faut essayer de maintenir nos connaissances. Si on l'apprend 10 fois et qu'on l'oublie 11 fois, il faut continuer à l'apprendre tout en essayant de suivre l'évolution de la science et d'acquérir des notions nouvelles. Parce que même les lois, elles nous imposent de traiter nos patients selon les données actuelles de la science, ce qui est chose mission impossible, vu le nombre de millions de publications, de découvertes qui se font tous les jours. Donc là, ça pose un autre problème d'adaptation de la formation dans cet océan du savoir. Et donc, c'est à partir de la, disons, à partir de la formation, à partir des bancs de l'université, que l'étudiant, le futur médecin, doit prendre conscience que c'est sur les bancs de la faculté qu'il doit évoluer dans cet esprit-là, qu'il doit essayer d'être curieux tout le temps, en permanence, qu'il doit être curieux de tout, et pour acquérir le maximum de connaissances, parce que perdu, il va se répercuter sur son travail quand il sera médecin praticien.
Donc, la faculté le prépare selon des objectifs du moment, de l'époque, mais l'étudiant doit se préparer aussi, et tout ça va se continuer par la formation qu'il doit essayer de développer toute sa vie. L'étudiant en médecine, il sera un éternel étudiant, quel que soit son titre. Ça, c'est on en prend conscience. Je crois qu'on perdrait moins de temps. Et je reprends cette pensée de Pascal, qui dit que, puisqu'on ne peut être universel et savoir tout ce qu'on peut savoir, surtout, il faut savoir un peu de tout ce qu'on peut savoir. Car il est bien plus beau de savoir quelque chose de tout que de savoir tout de quelque chose. Ça veut dire qu'il faut être curieux. Il faut être curieux dans tous les domaines. Et là où est notre maître de lettres, justement, c'est un peu ça que je visais tout à l'heure quand je vous disais qu'on avait besoin de vous. Alors, pour les étudiants en médecine, toute activité doit être formatrice. Formatrice et documentée. La tradition orale, c'est fini. Nous sommes à l'époque de la science. Et je pense que si l'étudiant évolue pendant son cursus en disant que ce que je veux faire, quelle que soit la chose que je veux faire, doit avoir une portée scientifique et doit me former dans quelque chose. Par exemple, souvent on voit de plus en plus d'étudiants qui participent à des caravanes médicales. Ben, ils sont heureux, ils voient des choses nouvelles, tout ça, mais leur expérience, une fois rentrés, ils l'oublient, ils n'apprennent pas grand-chose, alors que pendant cette caravane, ils pourraient apprendre énormément de choses. Pas sur le plan médical, parce qu'un étudiant ne va pas traiter, mais parce qu'il va permettre dans une région donnée de connaître la géographie, les ressources, la culture, les difficultés de la population. Et donc, ces campagnes-là devraient être encadrées, elles devraient être thématiques. Par exemple, les étudiants vont aller, actuellement il y a une campagne pour le dépistage du kyste, il a tout à apprendre en matière d'épidémiologie, etc. Et ça pourrait déboucher sur des sujets de thèse. Et vous savez que les universités marocaines, toutes les universités du monde sont classées en fonction des publications. Malheureusement, on n'est toujours pas aux avant-postes, mais à partir de votre travail à vos étudiants, vous comptez le nombre, vous savez combien de publications on peut faire et comment on peut élever le niveau de nos facultés, de nos universités. Par exemple, pour une journée de don de sang, d'accord, on va donner son sang, on est heureux, on a fait une bonne action. Moi, je pense que ce n'est pas suffisant. Moi, je dis que toute action doit être formatrice avant de donner son sang. On peut appeler les gens du centre de transfusion qui nous parlent de c'est quoi un don de sang, comment on recueille le sang, combien ça coûte, quels sont les composants, les pathologies, etc. Et pour la même action de donner le sang, on aura appris énormément de choses. C'est la même chose pour le tabac, pour la drogue, etc. Et nous avons avec nous le docteur Siddiq Amal qui est dans un centre d'addiction, on en a parlé, si le doyen le veut, j'espère qu'elle aura l'occasion, dès que le centre commencera à fonctionner, que vous puissiez aller voir ces gens qui se droguent, pourquoi ils se droguent, comment résoudre les problèmes, etc. Et elle est d'accord qu'elle accepterait des étudiants atteints de drogue qui pourraient aller visiter le centre dès qu'il sera mis en service. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il ne s'agit pas d'être un bon médecin. L'appellation du médecin, c'était le hakim. Et nous avons perdu avec le hikmah. Nous sommes de très bons médecins, de très bons chirurgiens, etc. Et c'est en étant curieux de tout. L'étudiant en médecine, il devrait s'intéresser à autre chose qu'à la médecine pure. Toute sa vie, il pourrait voyager, parler aux pauvres, parler aux gens, parler aux drogués, se déplacer dans les régions lointaines pour découvrir son pays. Et c'est à partir de là qu'il peut comprendre qu'est-ce que c'est qu'un patient qui vient, qui sent mauvais, qui a beaucoup de boutons. Pourquoi? Il faut qu'il comprenne que les conditions que nous avons envie ne sont pas les conditions des gens dans le rural ou qui sont démunis. Et c'est très important pour le développement de la personnalité. Et un médecin qui a une bonne personnalité, il a la vision globale de son patient, il est meilleur médecin que celui qui fait un bon traitement, qui fait un bon diagnostic et qui donne un bon traitement. Et nous en avons parlé hier, c'est une phrase qu'on a dite, vous êtes jeune, il faut vous amuser, c'est normal, il faut que jeunesse se passe comme on dit, vous avez le droit de vous amuser, il faut vous amuser, mais vous amuser intelligemment. Alors,
je m'intéresse essentiellement aux médecins généralistes dans le secteur privé. Le médecin généraliste qui doit prendre en charge ses patients dans leur globalité, dans leurs conditions de vie socio-économiques, culturelles, géographiques, etc., avec des antécédents qu'ils ne connaissent pas toujours. Et vous verrez le vocabulaire qu'emploient ces gens, on est perdu, on n'arrive pas à avoir, parce que la base d'un examen, c'est l'interrogatoire, et l'interrogatoire est souvent faussé, parce que le patient ne comprend pas nos questions, continue à répondre, nous répond dans un langage qu'on ne comprend pas. Alors, ce médecin-là, il doit collaborer aussi avec les autres prestataires de soins, dans le cadre d'un parcours coordonné de soins, qui va être institué prochainement par une loi. Et donc, on aura l'obligation de respecter ce parcours coordonné de soins. On verra pourquoi. Et ce médecin doit utiliser les ressources nécessaires pour préserver ses compétences et la confiance de ses patients. Et tout cela parce que ça engage la responsabilité du médecin vis-à-vis d'un patient qui a des droits aux soins. Et tout cela, bien sûr, dans un cadre éthique. À partir du moment, tout à l'heure, Dr Mohamed parlait de cette destinée du médecin. Le médecin, parmi tous les docteurs que vous connaissez en géographie, en histoire, en droit, ils sont tous docteurs, mais le médecin est le seul qui bénéficie du privilège de porter le titre de docteur. On nous appelle docteur, on ne le dit pas un professeur de mathématiques. Pourquoi? C'est un privilège qui nous est donné et que nous allons porter toute notre vie. Vous avez vu des rois qui ont été déchus, des généraux qui ont été dégradés, des présidents qui ne sont pas élus, ils redeviennent de simples citoyens. Mais nous vivrons toute notre vie et nous mourrons avec ce label. Et je dis label parce qu'il faut préserver ce label. Et ça demande au médecin de la moralité dans ses comportements, à l'extérieur de son cabinet, pas seulement dans son cabinet. Et c'est quelque chose de très important parce qu'à partir du moment où on salit sa marque, on se salit soi-même et on devient un simple prestataire de soins comme tout le monde. Et on aboutit à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'il y a de moins en moins de respect pour le médecin. Alors, donc, il doit jongler avec les différents obstacles qui ne donnent pas l'égal accès aux soins de toute la population. Et comme il n'y a pas de solution standard, on sait qu'il y a beaucoup que chacun amène sa part à la construction de l'édifice. L'État, on ne peut pas influencer l'État, on ne peut pas influencer les spécialistes, on ne peut pas influencer tout le monde, la population, les charlatans, tout ça. Mais nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors c'était ça notre orientation. Et donc le regard du réseau généraliste d'alerte de recueil de données sanitaires s'inscrit dans cette optique-là. Et notre vision, c'est qu'il faut concilier entre les besoins humains et les limites de moyens. Parce que les moyens sont toujours limités quelque part, là, financier, ou culturel, et tout le reste que j'ai dit tout à l'heure. Et on doit prendre conscience qu'il y a des choix économiques qui vont s'imposer à nous, ne serait-ce que pour les assurances maladie, la CNOPS, la CNS, etc., qui ont un budget qu'elles doivent garder en équilibre et qui vont nous imposer des choix thérapeutiques. Prestataires de soins. Nous sommes des ordonnateurs de dépenses de soins. Nous maîtrisons les problèmes de santé, mais de l'autre côté, les organismes d'assurance maladie doivent maîtriser leurs dépenses de soins. Parce que le rentrée, ne confondez pas notre regard avec ce regard-là. Donc le regard avait présenté des gens en janvier 2004 avec Thomas Mohamed, des ingénieurs, mais pour l'époque c'était une idée farfelue. Donc, le réseau généraliste d'alerte et de recueil de données sanitaires, ce sont des médecins sentinelles. Ce sont des médecins sentinelles qui sont reliés entre eux par voie informatique, qui utilisent un dossier médical standardisé, informatisé. D'accord? Et c'est qui va recueillir des données, c'est soit faire le ratissage de toutes les pathologies, c'est-à-dire connaître les pathologies les plus fréquentes, ou alors, dans une pathologie donnée, quelques thèmes, quelques paramètres. Et cette plateforme de recueil de données sanitaires va être exploitée par les économistes, et donc, soit sur le plan régional, soit on peut dire que, tiens, il y a le choléra ou la méningite qui se déclare dans telle ou telle région, ou la grippe,
par exemple, et sur le plan national, on peut avoir le profil épidémiologique de notre population. À partir de là, faire le choix de formation adaptée pour résoudre le problème que nous avons recueilli grâce à cette plateforme de recueil de données sanitaires. Ah donc, si l'objectif de la formation dite continue, parce qu'elle est forcément discontinue, et si son objectif est de maintenir les connaissances et d'en acquérir de nouvelles selon l'évolution de la science, comment adapter cette formation aux compétences que les médecins généralistes doivent acquérir tout au long de leur vie, compte tenu de toutes les contraintes auxquelles ils doivent faire face, et en connaissant le coût immatériel qui est le temps qu'il peut allouer, qu'il peut réserver, consacrer à la formation continue, avec les besoins du pays. Donc adapter la formation en fonction du médecin, mais en fonction des besoins du pays également, en fonction des ressources des individus, en fonction des moyens financiers des individus et de leurs familles, du droit à l'accès aux soins et des ressources allouées par les organismes d'assurance maladie. Alors, parce qu'il y a une discordance entre les deux, et là je me perds un petit peu, et donc aussi les besoins du médecin généraliste de se former dans toutes les spécialités. Mission impossible, on dirait. Donc on ne peut pas être performant en gastro, en gynéco, en dermatologie. Donc il faut qu'il fasse des choix, et le regard avec le recueil des données va nous dire sur quoi nous allons nous concentrer pour faire une formation adaptée pour résoudre le problème qui a été révélé par le recueil de données sanitaires. En plus de ça, le médecin n'a pas que ça à faire, il doit se former aussi sur ce qui est en relation, en rapport avec son exercice, c'est-à-dire la fiscalité, les textes de loi, l'informatique, l'épidémiologie, la relation médecin-patient, lecture critique, rédaction d'articles scientifiques, etc. Et un point essentiel qui est l'économie de la santé, mais je crois que ça commence à s'enseigner. Je ne sais pas, professeur Charivi, si ça sera fait chez vous aussi. Oui, il y a un modèle d'ouverture, je pense, en 5e année sur l'économie de santé. Et j'espère que vous ne ferez pas d'impasse, parce que c'est un sujet extrêmement important. J'ai parlé de ça, j'ai mis ça juste à cause de l'adresse du lien de notre association, SMNG, Société Marocaine de Médecine Générale.mo, j'ai parlé un peu de ce problème-là. Et donc, devant tous ces problèmes-là, il est important de rationaliser les efforts. On fait beaucoup de choses. Les associations font beaucoup de choses. Elles perdent beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'organisation. Et à l'arrivée, on ne sait pas ce qu'on fait. Et donc, selon le professeur Harouchi, Allah yarhamou, qui était chirurgien pédiatre et ministre de la Santé, il nous avait dit un jour que nous a posé la question, quand on assiste à un congrès, au bout d'une année, qu'est-ce qu'il nous en reste en pourcentage? Et à votre avis, combien il peut nous en rester de ce qu'on a assimilé pendant un congrès ou un cours? 10%. Combien? 10. Entre 10 et 90%. La loi de Pareto, il a malin, je dirais, 2%. Alors si on ramène les 2% à tout ce qui a été dépensé en temps, en énergie, en argent, c'est du cash. Donc c'est des formations qui devraient être, à mon avis, interdites même. Heureusement que je ne suis pas ministre. D'accord. Alors, on dit faire, c'est bien, mais bien fait, c'est mieux. Alors, avec les mêmes dépenses d'énergie, de temps et d'argent, on pourrait faire mieux. Il suffit juste de changer de logique. On continue à faire ce qu'on fait, mais en s'orientant différemment. Donc, dans le but d'acquérir un savoir, de le mettre en pratique pour acquérir un savoir-faire et le faire savoir. Ça veut dire le partager pour constituer une banque de données et créer ce qu'on appelle une intelligence collective. Et les uns vont travailler pour les autres et pour relever le niveau de la médecine. N'oubliez pas l'histoire de la médecine arabe qui était les médecins des rois français venaient apprendre leur médecine chez leurs collègues marocains. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est fixer d'abord des objectifs en sachant, en ayant l'idée, donc avec ces objectifs, il faut qu'on sache où on va arriver. On va dire, bon, on va réduire telle pathologie, par exemple la tuberculose, elle est de tant de cas par an, ben on va essayer de la réduire en nous mettant ensemble. D'accord, en ayant la même formation ensemble, on va essayer de la réduire. Ou alors les complications de diabète. Pourquoi on ampute des jambes?
ne devrait pas amputer des jambes. S'il y a ampute des jambes, c'est parce que, en tant que médecin généraliste, nous avons été défaillants. Une insuffisance rénale qui est une complication du diabète, c'est parce que le médecin généraliste qui dit « je suis un bon médecin » n'est pas un bon médecin. Si on prend la masse des médecins, on a laissé passer des insuffisances rénales, ce qui n'est pas normal non plus. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit un travail de masse, je vais en parler tout à l'heure, et donc en se basant soit sur les problèmes prioritaires de santé publique, soit sur les données épidémiologiques recueillies par le proche vocal. Donc il faut des formations modularisées, hein, c'est-à-dire des modules, hein, au lieu de s'orienter vers des formations longues qui sont sanctionnées par un diplôme universitaire, et ça concerne des individus, et eux-mêmes ne savent pas l'impact qu'ils vont avoir sur la santé de la population. Et donc il faudrait que ce soit des modules, et des modules qui soient, si vous voulez, diffusés à tous les médecins. Chaque module a pour objectif l'acquisition de connaissances et de compétences, c'est-à-dire une articulation de savoir organisé, finalisé et contextualisé. Ça, c'est très important sur un problème donné. Donc, ils sont forcément évolutifs. Donc, ils doivent être basés sur ce qu'on appelle des référentiels professionnels, ou des guidelines, ou des guides de bonne pratique, et ils doivent constituer un tout cohérent. Alors, chaque module est une entité propre. Par exemple, si on s'intéresse à la tuberculose, on va faire un modèle sur la tuberculose. C'est aussi simple que cela. Et c'est pour développer une synergie entre les différents prestataires de soins, où qu'ils soient dans le rural ou dans l'urbain ou périurbain. Donc, élaborer des guidelines sur les pathologies que nous avons choisies, parce qu'on a un problème à régler, on va établir des guidelines, on va dire au médecin, vous allez vous former sur ça. Bien sûr, le guidelines, je ne rentre pas dans les détails. Il va falloir diffuser ça à tous les médecins, les enseignants universitaires de tout le monde. Nous ne sommes pas suffisants pour diffuser cette formation à tous les médecins, parce qu'ils vont déserter leur faculté. Donc il faudra former des formateurs le plus rapidement possible pour agir ensemble pour régler ce problème de santé publique. Et les associations ont un rôle à jouer dans ce sens qu'elles doivent expliquer cela aux médecins qui relèvent de leur territoire, de leur zone d'influence, et leur dire que nous, ensemble, réglons ce problème donné, et c'est toujours utile sur énormément de plages. Je ne sais pas si j'en ai parlé, si je vais en parler. Alors, il y a aussi des cas particuliers, je parlais tout à l'heure de la leishmaniose, et il faut prévoir aussi des formations d'urgence. Il y a un cas de leishmaniose, les médecins de Tanger ne se sentent pas concernés, mais les médecins de Zagora ou etc. sont concernés, ben, il faut leur donner une formation qui sache faire le diagnostic d'une lésion cutanée, surtout en période d'épidémie. Alors, l'évaluation de la formation, on fait une formation, c'est bien. Qu'est-ce que ça représente? Comment on va savoir si cette formation a été utile? Bah, tout simplement en vérifiant sur le terrain s'il y a des retombées sur le plan sanitaire, sur le plan économique et sur le bien-être social. Et ça, on peut le chiffrer aussi, on peut mesurer le bien-être social. Parce que quand vous avez une personne qui est amputée de la jambe, elle n'est pas la seule à souffrir. Il y a toute sa famille qui souffre avec. Vous imaginez emmener une vieille personne, une grosse personne qui n'a pas de jambes pour ses toilettes, pour elle. C'est vraiment toute la famille qui se substitue aux organismes de soins en place, les infirmiers et tout ça, et qui vont souffrir. Les personnes seules, etc. Même c'est des drames qu'on vit tous les jours. Et donc, cette banque de données, qu'est-ce qu'elle va nous donner? Ce qui est très important. Les études d'un médecin, elles durent 8 ans et 8 mois, je crois. En moyenne, oui. En moyenne, 8 ans et 8 mois. 8 mois de loyer, d'électricité, de déplacement, etc. pour aller éplucher des dossiers dans un centre spécialisé qu'est le CHU, pour donner des thèses qui sont dans les tiroirs. Pourquoi? Avec ces données-là, recueillies dès le soutien, dès que l'étudiant a réussi ses cliniques, le lendemain, il peut commencer à rédiger sa thèse. Il va économiser plusieurs mois. Et autant de gagner parce qu'on a un besoin crucial de personnel qualifié, de médecins. Les hôpitaux en manquent et vu selon les normes de l'OMS, nous avons besoin
d'importer des médecins. Et si on gagne 8 mois multiplié par le nombre d'étudiants qui sortent chaque année, faites le calcul, on va gagner énormément d'années et le niveau de la santé va s'élever mathématiquement. Et donc, ces données peuvent être présentées pas seulement par les enseignants universitaires, pas seulement par les médecins qui sont en exercice, mais par les étudiants eux-mêmes, qui auront fait ces caravanes, qui auront fait participer dans les stages au cabinet, parce qu'il faut développer cette notion avec les médecins généralistes. Et j'invite les médecins généralistes ici présents de diffuser aux autres médecins d'accepter dans leur cabinet des étudiants, quel que soit leur niveau, comme stagiaires. Ils seront maîtres de stage, ils peuvent les encadrer, et ne vous en faites pas, tout le monde gagne. Le médecin déjà installé, qui a exercé depuis plusieurs années, qui se rend compte qu'il est un peu dépassé par la science telle qu'elle a évolué, et l'étudiant en médecin qui va se voir, qui va se projeter dans ce médecin qui est un peu déphasé par rapport à la science, il y a un échange, tout le monde y gagne. Et là aussi, avec les maîtres de stage, on peut avoir d'autres sujets de thèse, et bien sûr, publier dans des revues scientifiques, sur le web, et pour les thèses comme j'ai dit, et ces thèses qui serviront pour les médecins qui sont déjà en exercice. Alors, une autre formation dont on ne parle pas, c'est l'assistante. L'assistante, elle est là, en général, on sait comment elle travaille, elle sort le dossier, faire entrer le malade et encaisser. Bon, on la paye pour ça, on pourrait la payer pour autre chose, c'est-à-dire la former, d'abord pour préparer le dossier médical standardisé d'une part, pour passer des messages harmonisés, parce qu'on doit savoir quels sont les problèmes, on doit passer des messages à la population pour les sensibiliser, pour éviter, parce que pour faire adhérer le patient, il faut le sensibiliser, et je crois que nos patients écoutent plus nos assistantes qui ne nous écoutent nous-mêmes, et on pourrait l'impliquer dans ce rôle-là, puis son rôle social qui peut expliquer des gens analphabètes, des gens qui sont perdus, qui n'ont pas les moyens, de les orienter vers une structure hospitalière ou une clinique, etc. Donc, ils peuvent leur faire prendre des rendez-vous, etc. Donc, je disais tout à l'heure que si la santé n'a pas de prix, elle a un coût, malheureusement. Et le parcours coordonné de soins, je crois que la loi est sortie, qui doit maintenir ces équilibres financiers des organismes d'assurance maladie, parce qu'on sait combien cotisent les contribuables à l'assurance maladie, ils sont obligés de contribuer, on connaît les entrées, mais on ne connaît pas les sorties. Il faut essayer quand même de voir un peu, de garder l'équilibre financier de ces organismes-là. Il y va de l'intérêt de tout le monde. Et aussi, il faudrait essayer de mettre à contribution d'autres, sachant que la santé est l'affaire de chacun, tout le monde est concerné, les médias sont concernés, les associations, les clubs féminins, les établissements scolaires, ça se fait de plus en plus que dans l'enseignement scolaire, on passe des messages de santé, etc. Les vétérinaires, les parasitoses, les zoonoses, etc., c'est les vétérinaires. On n'a aucun contact avec eux. Nous, on arrive à la fin de la course d'un parasite, on traite les dégâts, alors que la prévention doit se faire en aval par les vétérinaires. Et c'est ensemble qu'on pourrait avoir une vision globale sur ce type de pathologie. Évidemment, les pharmaciens. Pourquoi les pharmaciens? Parce qu'ils ont un plus grand contact avec la population. Et ils distribuent des médicaments pour un gain vraiment minime. Là, il y a une perte énorme. On pourrait les mettre en contribution. Et tout à l'heure, on avait avec nous le vice-président de la Confédération pour essayer d'aller voir une population réfractaire à la médecine qui, culturellement, va dans le charlatan, l'herboriste, etc. On pourrait les ramener vers la médecine moderne. Alors, les partenariats, il faut les développer tous azimuts. Partenariats public, privé, je mets ça avec un S parce que il y a plusieurs organismes publics, le ministère de l'Agriculture avec les vétérinaires, le ministère de la Santé, etc., de l'enseignement, de la jeunesse et sport, et les scouts. On peut faire intervenir énormément de partenaires du secteur public avec le secteur privé, et dans le secteur privé aussi, il y a différents partenariats à développer. Ça, c'est notre consoeur Timo Hamida qui était en réunion avec le syndicat des pharmaciens au niveau d'Agadir, qui nous a permis d'avoir le partenariat avec la Confédération des syndicats à l'échelle nationale. Et on peut, à partir de là, développer aussi des partenariats avec des organismes nationaux et internationaux. Si vous n'êtes pas fatigué,
je peux continuer avec les retombées de ce regret. Ouais. Je peux. D'accord. Alors, les retombées sont multiples, et bien évidemment, d'où l'intérêt de ce projet. Je ne parle pas de la formation scientifique à la carte sur un thème cible. Il y a d'autres formations qui sont concomitantes et obligatoires. C'est une formation automatique sur l'épidémiologie, sur l'informatique, sur la méthodologie de la recherche, ce que j'ai dit tout à l'heure, la lecture critique et la rédaction des articles scientifiques, et bien sûr les thèses, tous les sujets de recherche qui peuvent être exposés dans les congrès, etc. Les retombées sanitaires, bien sûr, enfin, ça va nous permettre d'assurer un suivi temporal-spatial des maladies, et on peut connaître les résultats de notre formation avec leur impact sanitaire dans une région donnée pour réduire une certaine pathologie ou à l'échelle nationale. Et au niveau des alertes, réseau généraliste d'alerte. Parce que dès qu'on a une émergence d'une maladie, de quelque chose qui ne va pas, on lance l'alerte, on va chercher à savoir ce qui se passe. Et à ce moment-là, les autorités sanitaires vont intervenir pour, disons, juguler une émergence de choléra, de méningite, etc. Elles peuvent intervenir à temps. Et ces données vont permettre au ministère de la Santé, par exemple, de faire des prévisions rationnelles en matière de commande de vaccins, de médicaments, etc. Donc, et nous, ça va nous permettre de changer les indicateurs de santé, de passer des messages d'information, éducation, communication avec les patients pour améliorer la santé de la population. Les retombées économiques vis-à-vis de l'assurance maladie obligatoire, ça va nous permettre de présenter des arguments chiffrés pour démontrer le rôle social, le communautaire du médecin généraliste, pour orienter les choix fondamentaux de prise en charge et de remboursement de la maladie, et pour essayer d'avoir un parcours de soins coordonné, utile pour tout le monde, efficace, et pour démontrer que la prévention rapporte plus que les soins curatifs. Les retombées institutionnelles, c'est la création de ponts entre les différents secteurs publics, privés, 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 public, public, etc. C'est l'amélioration des relations professionnelles. À partir du moment où on commence à travailler en collaboration et en harmonie avec les autres prestataires de soins, automatiquement, il y a des relations qui s'établissent et tout le monde, l'un enrichit l'autre. Et donc, c'est l'harmonisation des attitudes pour éviter justement cette perte de confiance dans le médecin, en harmonisant nos attitudes avec un carnet de santé, avec un dossier médical qui nous évite des erreurs et des oublis. Bien sûr, on va améliorer l'image des médecins, de tous les médecins dans le cadre de ce parcours de soins. Bien, je ne parle pas des organismes étrangers. Et voilà, et c'est comme ça qu'on peut démontrer le rôle d'acteur de santé communautaire du médecin généraliste. Peut-être que j'ai été rapide, peut-être que j'ai dit trop de messages ou que je n'en ai pas dit ou que j'étais un peu confus. Si c'est le cas, je suis là éventuellement si vous voulez poser des questions, et je m'excuse si quelque part il y a quelques manques, peut-être on verra si on a le temps de poser des questions. Très bien. Voilà. Et je vous remercie pour votre écoute. Je crois que je voyais que tout le monde était un peu quand même concentré, attentionné, ça fait plaisir, ça m'a encouragé parce que c'était vraiment un exercice difficile de pouvoir parler à différentes oreilles. Très bien, merci beaucoup à vous. Alors, on a l'honneur d'avoir dans cette salle Monsieur le Président de l'Université Egnoso, Monsieur le Président de l'Université Egnoso qui est là, le docteur Omar Khali. Et que j'invite sur scène. لا نبدا اتصال لا ضروري واخا داك الشيء donc il a fait sa médecine justement je viens d'apprendre si vous permettez je pense que la médecine n'est pas une science exacte. Oui. Et je crois que le seul lien avec les sciences exactes c'est que toute notre vie nous avons appris. Le seul lien de la médecine avec les mathématiques par exemple, c'est que toute notre vie, nous avons à résoudre une équation, ou des équations où tout est inconnu, plutôt que les équations à plusieurs inconnus. Effectivement. Alors, je répète ce que j'ai dit en introduction.
pour dire que cette 12e conférence d'experts invite aujourd'hui un non-professeur. Ça veut dire que la faculté de médecine pharmacie d'Agadir croit, en tant qu'institution universitaire, que l'expertise n'est pas seulement dans le domaine de l'enseignement des enseignants, mais aussi ailleurs. La preuve, c'est qu'on a devant nous un médecin généraliste qui a comment déroule ses avoirs en matière de médecine générale, de médecine communautaire et de médecine de manière générale, donc médecine générale et médecine de manière générale, et qui nous donne un peu de son expérience quant à ce réseau qui est en cours de constitution. Et j'espère que la Société marocaine de médecine générale, qui a déjà proposé à la faculté de médecine des pharmacies d'Agadir un partenariat, qui est déjà à l'université pour qu'il soit bien sûr vu par les juristes et pour qu'il s'adapte bien sûr aux normes de l'université, et qu'on puisse signer ce contrat Inch'Allah pour que la faculté de médecine, avec ses enseignants, avec ses étudiants qui sont des futurs médecins, puisse justement adhérer à ce projet dans l'optique justement d'améliorer la médecine communautaire dans d'autres pays. Et c'est ça ce qu'on appelle, entre autres, le rôle sociétal des facultés de médecine et de pharmacie. Alors, je vais tout de même donner la parole à M. le Président pour qu'il dise un mot, parce que c'est très important, parce qu'il a beaucoup d'expérience en matière de caravane médicale, parce qu'il a participé avec des médecins en caravane médicale, il a organisé des caravanes médicales au niveau de la région, sans vous dire justement que grâce à lui, on est bien installé dans cette faculté, parce qu'il est au départ depuis 5 ou 6 ans, depuis que la faculté a été projet, et justement, je pense qu'il ne passe pas un jour, il ne visite pas la faculté. Parfois, il me dit, lorsqu'il vient de l'aéroport, il visite d'abord la faculté avant de visiter sa maison. سعيد جدا باش نكون اليوم مع الاستاذ الفاضل باش نستافدوا اولا. انا شخصيا استفدت من الشق المهم اللي حضرت فيه، ولكن انا سعادتي كذلك متاتيه من كوننا نلتقي اليوم في كليه الطب بمدينه اكادير. هذا كان حلم اليوم يتحقق، جزء منه ما زال بالطبع في طور التكوين في لاجونيت سي نورمال، مي اون اي لا. جوستومون هذا الشوا ديال الكونفيرونس ديكسبير في الكليه من البدايه اعتقد انه مهمه جدا، لانها كتفتح لنا الثقافه العلميه وليس فقط العلم. C'est très important d'avoir une culture scientifique, et non pas seulement le côté technique de la science, les labos, l'analyse, tout ça. Il faut avoir le débat autour de la chose. Et je pense que ces conférences nous ouvrent cette brèche très importante. Merci, chers professeurs, d'être parmi nous. Merci, chers collègues, chers assistants, nos collègues venus aussi de la faculté des traditions humaines, c'est très important. Mais le plus important, c'est de bâtir aujourd'hui. C'est une faculté nouvelle génération aussi. Il faut quand même qu'on aille sur les vraies questions, les vraies problématiques pour construire. Nous avons des jeunes aujourd'hui qui vont devenir médecins demain. Alors, en ouvrant ce débat tout le temps, en organisant des conférences, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Il faut continuer. Et déjà, nous avons ce centre qui abrite aujourd'hui. Il faut avoir aussi l'ouverture sur les médecins. نشوفوا هاد الميكروات مالهم ما خدامينش مزيان، كاين واحد بوتي ديكالاج. انا بركاك في هادشي بوتي ديكالاج في الميكرو هنا باش نبقاو اللقاءات تدوز مزيان. كنعتقد كذلك لي ميدسان، لي فارماسيان، لي انترفونون اللي تشابهوا الاستاذ في البارتنريا، il faut les faire venir vers la faculté. C'est comme ça qu'on peut avoir une vraie faculté ouverte sur l'environnement. Je pense que c'est des choix stratégiques. Ce ne sont pas des choses qu'on fait comme ça, de manière aléatoire. Il faut travailler tout le temps sur cette ouverture qui permettrait à M. le plus important, c'est de construire et de bâtir, d'avoir de vraies bases. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. أنا هذه المحاضرة الثالثة ولا الرابعة اللي كنحضرها أنا. أولا أنا شخصيا أدبي، ولكن أستفيد لأنه هناك أشياء خصها تسمع. ومسألة الحكيم اللي شرحها قبيله الدكتور راه مهمة جدا، لأن كان الطبيب هو الحكيم وهو الموسوعي، كيضبط مجموعة ديال العلوم منهم أغين زاور، منهم ابن زهر،
الذي سميت عليه هذه الجامعة. فشكرا لكم، شكرا للحضور. بغيت نقول بأنه بالنسبة بالخصوص للزملاء الأساتذة والطلبة راه ما زلنا في الطريق، فمازال عندنا شوية الفلوس باش نديرو شي حويجات. احنا مازال فيهم إن شاء الله pour continuer. Merci beaucoup. Très bien, donc la parole est à la salle. S'il y a des questions, des remarques, des compléments d'information, parce que le but justement c'est d'échanger avec l'idée de notre... Les médecins, une fois nous sommes un échantillon représentatif, on n'a pas besoin de tous les médecins, un échantillon scientifiquement représentatif. Nous avons besoin de savoir quels sont les médecins qui sont équipés, qui ont un dossier médical, qui sont prêts à se doter d'un matériel médical, qui sont disposés à collaborer à ce réseau. On a des problèmes, je ne savais pas que l'université avait de l'argent, je vais demander de l'argent. Moi, je rassure qu'on a établi un partenariat avec la faculté de médecine et de pharmacie de Fès. Et là, je tiens à remercier énormément le professeur Ibrahimi, qui a également une grande ouverture d'esprit et de cœur. Et c'est en cours. Nous avions un problème matériel de distribuer un questionnaire pour savoir connaître l'état des lieux. Et aujourd'hui même, j'ai envoyé le courrier, on va être traité par le conseil de l'ordre de CNES pour, Inch'Allah, dès qu'on a le retour du questionnaire, on va l'étudier avec le laboratoire de biostatistique, on va commencer, Inch'Allah. Il nous faudra aussi la plateforme qu'on va essayer de faire en partenariat avec le FST. C'est les étudiants qui doivent se prendre en charge, mais on est un petit peu dépassé, on essaie de planter quelque chose pour les générations à venir. Et je pense qu'il pourra démarrer dès qu'on aura la plateforme de recueil de données sanitaires. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à ce sujet maintenant. Et j'espère qu'il en sera de même avec Agadir. Vous avez un potentiel à Agadir de médecins qui sont prêts à sacrifier beaucoup de choses pour laisser aussi une trace de leur empreinte au niveau de la vie, Inch'Allah, de la région. Je pense que je ne trouvais pas une meilleure occasion en tant qu'humaniste venant de la faculté des lettres. Je ne trouvais pas une meilleure occasion pour appeler à casser le cloisonnement des sciences. Notamment, ici, je pense, dans votre discours, il y a eu énormément de messages adressés aux sociologues, bien sûr aux philosophes que vous êtes également, et aux sociologues également. Il est question, entre autres, de poser la question pourquoi les gens font appel aux charlatans, parfois, pas seulement par manque de moyens. Il y a des gens qui manquent de moyens, c'est vrai, ils font appel aux charlatans parce que c'est plus économique, c'est presque gratuit. Mais il y a des gens qui sont vraiment aisés dans notre société, aussi bien en ville qu'à la campagne, qui font appel aux charlatans. Est-ce qu'il n'y a pas lieu, si l'occasion se présentait, de faire appel à des spécialistes en médecine, ou un spécialiste en médecine, en tout cas, et un charlatan, entre guillemets, en talpe, ou quelque chose de la sorte, pour voir quel est le secret, le vrai secret. Est-ce que l'un a tort et l'autre a raison, ou est-ce que les uns cherchent la solution là où il n'y en a pas? Merci. Énormément de facteurs qu'on ne peut pas cerner pour une soirée comme celle-ci. Et vous avez maintenant tendance à la charlatanisation de certains médecins qui retrouvent ce qu'ils appellent des médecines complémentaires. Quelles sont les preuves? Il ne faut pas les exclure, il faut les impliquer. Il faudrait que scientifiquement on puisse prouver que ce qu'ils font, il y a des normes pour prouver que scientifiquement ce qu'ils font est utile. Parfois c'est utile, ne serait-ce que sur le plan psychique pour certaines personnes qui ont perdu espoir, qui ont un cancer, qui n'ont pas nommé tout ça, faute de mieux. C'est les scarifications que Charlotte, qui oui, ok, tout ce que vous voulez, c'est d'être c'est une culture, c'est un héritage culturel. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que nous, en tant que médecins praticiens, nous avons vidé la place publique. Nous les avons laissés s'installer. Et c'est parce que nous avons créé ce vide que la nature n'aime pas le vide. Ils l'ont rempli à votre place. Aujourd'hui, ils ont des cabinets.
Ils ont des cabinets, comme des médecins, dans des immeubles, ils font les prescriptions d'IRM, de bilan qu'ils ne savent pas interpréter. Qu'est-ce que vous voulez? Et c'est là qu'on a parlé de système et la contribution de tout un chacun, et des médias en particulier. Il faudrait que nous apprenions aussi à parler le langage, que nous parlons un langage scientifique à des gens qui n'ont rien à voir avec, alors que le charlatan, il sait leur parler le langage qu'ils ont envie d'entendre. Voilà, c'est parmi quelques raisons qui pourraient expliquer cela, à mon avis. Moi, ma question, d'abord, va commencer par un constat, ce que le ministère de Santé et la peur du santé depuis plus de 25 ans. Il ne s'appelle plus ministère de Santé publique, il s'appelle ministère de Santé, justement parce qu'on s'est rendu compte que sous ces aides, il y a le secteur privé et le secteur public. Donc, le ministère de Santé est censé, en fait, comment dirais-je, diriger, encadrer même le secteur privé. Maintenant, en question, est-ce que dans votre réseau, est-ce qu'il n'y a pas, je veux dire, un conflit d'intérêts? Parce que ce que vous faites, le recueil de données, l'alerte, tout ça, il y a des départements dans le ministère de Santé qui sont censés prendre en charge ça. Par exemple, une maladie à déclaration obligatoire, varicelle, un médecin au secteur privé, il est censé déclarer cette maladie varicelle aux autorités compétentes, à savoir la direction régionale de santé. Deuxième chose, pour les recueils de données sanitaires, je sais qu'il y a plusieurs départements, par exemple les départements d'épidémiologie qui fait en fait des études sur l'évolution en fait, des maladies dans le royaume. Ça, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une collaboration avec les instances publiques que j'estime doit être en fait de nature. Sinon, est-ce qu'il n'y aura pas une redondance, ou est-ce que si tout ce que vous allez faire sera un peu, comment dire, dans un tiroir pour une communauté de médecins privés? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, pour la formation continue. C'est sûr que la formation continue, le ministère de la Santé, je sais qu'il s'occupe à des pas, je veux dire, pas courageuses pour les médecins du secteur public. Il y a des formations pour les médecins du secteur public, mais ce n'est pas à la hauteur qu'ils attendent. Pour le secteur privé, je sais qu'ils sont délaissés. Maintenant, on sait qu'avec l'émergence des facultés de médecine, maintenant, on est pratiquement à la 8e faculté publique, je pense à une faculté à qui va naître bientôt. Et bien sûr, on a 3 facultés, je pense, privées, même une EFS. Est-ce qu'il n'y aura pas, en fait, une collaboration, établir un cadre à ce que les facultés de médecine s'occupent de la formation des médecins généralistes de chaque région à travers votre réseau? Je donne rapidement, pour ne pas prendre la parole pour aussi longtemps, je donne juste un exemple en France. Par exemple, chaque département en France, ils ont eu pour cerner la pathologie cardiovasculaire, ils se sont rendus compte que les urgences cardiovasculaires, ils meurent avant même d'arriver au centre spécialistes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une formation des médecins généralistes, des médecins de famille, sur place. Un infarctus du myocarde, ça se déclare comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Lorsqu'il y a une douleur, vous faites ça, 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 et vous l'adressez. Des sections optiques, vous faites ça, et ça, et ça. Et avec ça, ils ont en fait l'espérance de vie de ces urgences, elle a totalement changé. J'ai vu, c'est en congrès, il y a un médecin qui a présenté des résultats, mais on dirait que voilà, c'est miraculeux. Voilà. Voilà, je vous remercie. Si je devais refaire l'expérience, je ne le referais pas. Parce que les données que je recueillais, à l'époque, donc je ne jette pas la pierre au ministère actuel, mais disons à l'époque, c'était des chiffres, des additions qui n'avaient rien à voir avec la réalité. Déjà, on fait les déclarations dès le mois, puis du trimestre, puis du semestre, puis de l'année. Rien que l'addition, tout était fou. En plus de ça, les données, elles sont publiées une année après. C'est-à-dire que quand le bulletin épidémiologique est publié, c'est pour nous parler de l'histoire. Et on veut anticiper. Parler de l'avenir, de ce qu'on doit faire maintenant. Alors quand je dis parce qu'il y a des contraintes administratives, pour faire un appel d'offres, pour tout ça, ça on peut le comprendre. En plus, les conditions de travail dans un centre de santé où le médecin voit 100, 180 patients ne sont pas les mêmes
que celle d'un médecin généraliste dans son cabinet qui voit du cas par cas. Et donc, on peut toujours compléter les données et les confronter. Nous ne sommes pas là en conflit avec le ministère, on réclame ce partenariat. Le ministère réclame le partenariat, mais c'est un mariage qui ne peut pas se conclure. Et le partenariat est compris par certains médecins comme le partenariat, c'est-à-dire donner au privé une partie des dialyses que vous faites à l'hôpital, tout ça. Non, nous c'est pour contribuer ensemble. Il y a un budget qui est consacré pour la lutte contre la tuberculose. Pour trancher ces 8 milliards de centimes. On a 100 millions pour les médecins généralistes et ils vont éradiquer les watts, là ou la thrombose. Mais il n'y a pas, ça ne peut pas se conclure. Et ça, c'était votre première question. Pour ma deuxième question, est-ce qu'il y aura, on a vu oui, pour les facultés, pour la formation continue. Ce qui m'a étonné, moi, comme je dis, mon avenir est derrière moi. J'ai un certain âge, mais tout ça ne m'intéresse pas, je ne fais pas en bénéficier. Mais ce que j'ai vu, qui m'a étonné, qui m'a à la limite choqué positivement, c'est que les doyens ils sont ouverts. Ils vous ouvrent tout. Venez vous former. Encore faut-il que le médecin me ressemble un peu le standing de l'hôtel, de l'ADA, etc. Alors que nous avons plus à enrichir l'étudiant en médecine qu'à enrichir un hôtel 5 étoiles. De plus, cet étudiant-là, ce sont nos enfants. C'est l'avenir, c'est ceux qui vont continuer ce que nous avons peut-être mal commencé. Et je pense qu'on doit venir faire nos formations. Ils sont très équipés, ils ont des simulateurs, ils ont des choses qu'on n'a pas connues. Et je crois que c'est... En tout cas, les facultés, on n'en parle pas, ils sont ouvertes. Je le sais. Est-ce que vous pouvez rentrer? 2 secondes, je voulais juste sauter sur l'intervention du professeur. Concernant les données, le recueil de données sanitaires, je suis je suis secrétaire générale de la Société marocaine de médecine générale, donc je suis un peu dans le bain. Alors, il faut juste préciser que les données du secteur public, déjà, le P que le ministère de la Santé a perdu, nous l'avons récupéré, parce que pour nous, le partenariat public-privé, c'est un 4P, partenariat public-privé-patient. Le patient doit être partenaire de sa prise en charge. 2, pour le recueil de données sanitaires, c'est vrai que dans le secteur de la santé publique, ça existe depuis longtemps. Les registres, il y en a. On va dire ça vaut ce que ça vaut. C'est vrai que le médecin généraliste privé, entre parenthèses 2, est censé participer, mais ce n'est pas la réalité. Le contact, le pan est coupé. Il n'y a pas de contact. Nous ne recevons aucune instruction. Nous ne savons même pas à qui nous adresser. De 2, nous savons qu'actuellement, et ça va crescendo, la santé au niveau dans le pays, je ne peux pas donner des chiffres parce que je n'en ai pas, mais le secteur privé il supporte une grosse partie de la santé du pays. Mais nous ne savons pas ce que nous faisons. Personne ne sait ce que le secteur privé plutôt fait. Quelles sont les données? Et c'est ce que nous voulons apporter. Nous voulons apporter un plus et non pas entrer en conflit avec ou une concurrence avec le ministère de Santé. Je crois que c'est tout. Non, il y a un point, je m'excuse que je n'ai pas répondu, c'est la déclaration. Nous sommes obligés, non pas facultative, mais elle est automatique. Mais ce n'est pas autour d'un cas, mais vous avez une déclaration en instantané de ce qui se passe et l'alerte est déclenchée sur place. Et donc, on n'a pas besoin d'obliger le médecin par la loi, mais justement en faisant un partenaire qui contribue au son de l'égard. Mais pas la déclaration, c'est juste parce que l'information d'abord. Ben c'est ça qui est utile. À quoi ça sert de déclarer s'il n'a pas de feedback et d'action immédiate pour arrêter, pour juguler un problème? Mais je ne vois personne de la délégation du ministère de la Santé. Alors qu'il y a l'épidémio, ils sont vraiment... Moi, je pense parce que je viens de quitter la santé publique après 28 ans de service. Et je ne vois pas les départements de la délégation. Je ne pense pas qu'ils sont avares pour travailler ensemble. Parce que finalement, c'est-à-dire au ministère de la Santé, on avait fait un bon travail justement pour la prévention. Et quand je suis à l'hôpital privé, c'est beaucoup plus du curatif. Alors que la prévention, c'est aussi très important. Et ce partenariat, ça m'enchante beaucoup.
Merci beaucoup. Ici, c'est destiné, si vous voulez, aux étudiants, essentiellement d'abord, qui ont fait des fautes de venir. Donc ce n'est pas un congrès. On espère justement essayer d'organiser un congrès, disons une rencontre entre les différents acteurs de la santé, dont le ministère de la Santé au niveau supérieur et au niveau local-régional. Sachant que l'annonce et l'invitation a été diffusée un peu partout. Oui, c'est très difficile de sensibiliser les gens. Et nous avons rencontré le secrétaire général du ministère. Il nous a demandé de présenter un dossier sur lequel nous sommes en train de travailler. Inch'Allah, on essaie d'espérer accrocher quelque chose. Et je tiens vraiment à vous remercier pour cette brillante conférence au nom des étudiants de la faculté. Malheureusement, on n'était pas tous présents vu qu'on a passé une longue journée d'études. C'est la fin de la journée. Mais comme M. le doyen avait dit, seuls les plus intéressants y assistaient. Alors, j'ai une question. C'est la différence entre un médecin généraliste et un médecin de famille. Vu qu'il y a une différence de nom, il y a certainement une différence d'activité ou de carrière. Et quelle est la relation établie entre un médecin de famille et un médecin généraliste? Et s'il y a vraiment une grande différence, comment le ministère de la Santé ou comment nous on compte former les médecins généralistes futurement? Témoigner de ce que nous avons fait, et c'était dans l'esprit de développer la médecine de famille. On s'était retiré du circuit, et puis quand on est revenu, on a entendu les gens parler de médecine de famille. Non, ce qu'on a parlé de médecine de famille, on n'a pas osé parler de société de médecine de famille. J'ai déjà un prénom qui parlait de médecin généraliste / médecin de famille. Quand on leur demande qu'est-ce que c'est qu'un médecin de famille, ils vous expliquent tout. Quand vous avez compris ce qu'il a dit, il a parlé de médecin généraliste. Où est la différence? C'est joli, c'est à la mode, etc. Alors quand vous voyez le médecin de famille suisse, ce n'est pas le médecin de famille du Canada ni de la France. Chacun a sa médecine de famille. Donc le concept de médecine de famille n'est pas bien défini. Alors on vous met un patchwork, encore une fois, de thèmes dans le cursus. Vous savez, donnez un cursus à un collégien, le contenu vous dira ça c'est de la cardiologie, ça c'est de la dermatologie. Vous ne trouverez aucun collégien qui vous dira, aucun enseignant même ou un praticien qui vous dira c'est ça la médecine islamique. Il n'y a pas d'aspect. Donc c'est un concept. Pour nous, quand on a créé la Société marocaine de développement de la médecine famille, c'était dans le sens de changement de comportement et non pas dans l'acquisition des connaissances. Et justement par l'utilisation du dossier médical, du carnet de santé et par l'action de la masse. S'il n'y a pas ces trois éléments, il n'y a pas de médecine famille. En ce qui nous concerne, il y a une organisation mondiale de la médecine famille. Rentrer dedans, moi je n'ai rien trouvé qui puisse me faire changer d'optique. Je ne sais pas ce que c'est. Mais pour nous, c'était le changement des comportements, d'abord sur la base de ces trois éléments. Pour nous, c'est un concept, ça ne peut pas être des études. On a parlé tout à l'heure de formation en épidémiologie, en économie de la santé, c'est des sujets très importants. On a parlé de développement de la vision globale sur tous les thèmes, de développer la curiosité, etc., pour acquérir une sagesse. Et à partir de là, on peut nous orienter dans le sens c'est-à-dire, ne comprenez pas le médecin de famille comme étant le médecin des familles. J'ai la famille Ben Flan, j'ai la famille... C'est pas du tout ça, c'est pas une médecine des familles. C'est un comportement basé sur le dossier médical qui vous pousse obligatoirement à justement faire adhérer ce patient-là à partir de questions données. Par exemple, je vais poser un stérilet. D'accord, je reçois un homme qui a des enjeux. Comment je vais faire pour lui parler du stérile? À travers le dossier médical, bonjour monsieur, vous appelez comment, vous habitez où, vous avez combien d'enfants, vous utilisez une méthode contraceptive, laquelle, et vous passez des messages, et votre assistante vous êtes, et les médias vous êtes. On pourrait développer une culture, mais ça sera de votre génération, Inch'Allah. Il y a la spécialité de médecine de famille, l'École nationale de santé publique. Pardon? L'École nationale de santé publique, il fait la formation en médecine de famille. Oui, la faculté de Marrakech, j'allais commencer la première fois médecine de famille. Quand on demande, donnez-nous le cursus de médecine de famille, c'est quoi la médecine de famille? Il faudrait qu'on nous la définisse d'abord, je crois. C'est pas un ensemble de cours. C'est bien, mais est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, je peux pas répondre. Pour moi, c'est autre chose.
le système français, on considère que la médecine famille va devenir une spécialité. Mais de quoi? Pourquoi on a fait cette médecine famille? Parce qu'on s'est rendu compte que le système sanitaire était anarchique. Et ça, même moi, on peut le voir. Donc un malade, il vient, je ne sais pas, il a une petite angine, il part à l'hôpital Hassan 2, il va encombrer les urgences et prendre sa place, alors qu'il y a l'urgence, celui qui a une appendicite, il attend. Donc pour structurer et orienter les patients vers le circuit, on a fait le médecin de famille ou ce qu'on appelle le médecin référent. Donc un malade, pour passer un cardiologue, en consultation cardiologique, il faut que son médecin de famille, pour qu'on l'appelle, parce que généralement c'est dans un coin où la famille habite, ou généralement c'est le médecin référent de toute la famille. À la fois, il va connaître toute l'historique de sa famille, en même temps sera le médecin qui va permettre le triage, éviter l'encombrement des urgences par des malades. Ce qu'on voit ici, par exemple, si vous partez à l'hôpital Hassan Thani, vous allez trouver plus de 80% qui ne sont pas des urgences. Un malade qui a, je ne sais pas, il a une douleur au niveau du mollet qui dure plus de 4 mois, il prend la place et celui qui veut se faire opérer tout de suite, il est derrière lui. Alors pour faire, structurer cette orientation, on a fait le médecin référent, le médecin de famille. Mais je pense que même sur la réforme maritime, peut-être que ce sera une spécialité 3 ans après le... L'école nationale de la santé publique, la spécialité. Assister à votre conférence pour 2 points essentiels. C'est que on a besoin d'informations de ce qui se passe à l'extérieur de cette faculté. Pourquoi? Parce que nous sommes convaincus, et ça, il y a la faculté, que c'est une plateforme pour l'enseignement. Donc on a besoin de votre partenariat pour profiter de cette plateforme. Deuxième chose, c'est que c'est très intéressant ces données épidémiologiques, parce qu'on est en train de travailler sur les modules d'enseignement. Les facultés ont des modules, mais c'est des modules nationaux. Mais nous sommes convaincus que ça doit changer, on doit ajouter des choses, par exemple la leishmaniose. On a oublié des programmes, FETA, FES, alors qu'il y a une flambée à côté ici, au sud. Ça n'existe pas ailleurs. D'accord, donc c'est des données et c'est un partenariat très très intéressant à mon avis. Et nous tendons la main pour exploiter cette plateforme, d'accord, et des données épidémiologiques pour changer nos modules d'enseignement. Des objectifs, les thèses, etc. Donc tout ça doit contribuer à la formation de la base, comme j'ai dit. D'accord? C'est-à-dire que les enseignants, parce que la faculté a choisi des programmes. C'est figé, la réactivité ne peut pas se faire, c'est impossible, c'est des plages horaires pour chaque module, etc. Comment ils vont faire? Et c'est un océan de savoir, il faut bien faire des choix. Donc c'est une formation de base. Et c'est à l'étudiant en médecine de compléter ce que peut lui donner la faculté, il ne peut pas lui donner plus. Donc, les thèses, les stages au cabinet, tout ça contribuent à cette formation de base. Parce que l'enseignant, il va voir un peu ce qui se passe, il ne va pas lui raconter des choses qui remontent à l'Antiquité, donc il va adapter son cours à ce qui se passe, et peut-être même en dehors des cours officiels, des participations comme celle-ci ou autres. Et vous avez parlé de la leishmaniose à Zagora, mais vous savez, il y a des gens qui viennent de Tanger pour acheter le henna ou pour acheter des datana. Si on ne pose pas la question à quelqu'un qui a une lésion, si vous ne dites pas qu'il est commerçant qui descend à Zagora ou à Zagora, vous ne saurez jamais que c'est de leishmaniose, vous n'y pensez même pas. Et donc cette plateforme va vous dire, attention, il y a une épidémie, donc ce monsieur fait du commerce, est-ce que ce ne serait pas une leishmaniose? Et voilà, il y a le déclic, on peut résoudre rapidement énormément de problèmes. À mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, ça le regarde, ce n'est pas une propriété privée, on n'a pas de droit d'auteur dessus. Tout le monde peut se l'approprier, on l'a déjà dit, la profession libre, mais vous pouvez contribuer avec nous à avoir une meilleure vision, à l'améliorer, etc., à le corriger éventuellement. Ce n'est pas une propriété de la SMG. On le met en place, on les pas Puisque j'ai travaillé, je suis de formation, je suis pharmacien et j'ai travaillé, je suis enseignant-chercheur à la faculté de médecine et j'ai travaillé au ministère de la Santé et on a vu le travail énorme qui a été fait dans le programme, par exemple le PNI, le Programme National d'Immunisation pour les étudiants.
c'est vraiment extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est vraiment un exemple. Si je vous parlais de la LAT, le programme PN-LAT, Programme national de lutte contre la tuberculose, elle a aussi fait du bon travail. Malgré, bon, il y a, voilà, comme partout dans le monde, dans les pays en voie de développement, on voit des épidémies par là, par-ci, donc on voit, donc on sait que la tuberculose, c'est une maladie qui touche les démunis, voilà. Donc on fait partie des pays sous-développés, on a beaucoup ça, manque d'hygiène. Bon, pour ce premier point, et pour mon deuxième point, c'est en général, vous avez parlé, vous avez bien dit, il y a des systèmes de santé. Des systèmes de santé. Est-ce qu'on veut créer un autre système de santé? Parce que, en général, on a un seul système de santé qu'on évalue. Il y a la santé militaire, il y a le public, il y a le privé. Mais on doit déclarer. Moi, je vois même l'alerte. C'est qui va alerter? On va déclarer à qui? Donc, tout le monde converge vers le ministère de la Santé. Même la santé militaire, il déclare au ministère de la Santé. Vous, par exemple, au privé, vous allez déclarer au ministère de la Santé. Donc, le public, il travaille pour déclarer au ministère de la Santé pour pouvoir créer une alerte. C'est jamais il y a un problème. C'est tout le monde qui va déclarer. Et voilà, vous allez voir qu'il y a un biais. Si vous allez créer vos données, le public, il y a aussi les militaires. Ils ne vont pas venir vers vous. Ils ont leur médecin généraliste, ils ont leur système. Il y a aussi, d'un autre côté, le public. Donc, c'est comme si vous allez étudier des données émanant des médecins généralistes du privé. Bon, voilà, c'est pas un petit commentaire et je vous en remercie. Alors, bonjour, je suis étudiante en deuxième année et je suis aujourd'hui très ravie d'avoir assisté à cette conférence. Et je trouve que ce projet est très innovant parce que commencer tout ce qui est informatisé de nos jours, c'est ce qui marche. Donc faciliter cette plateforme et qu'elle soit en ligne ou bien sur les téléphones des médecins, ça va permettre de recueillir les données le plus vite possible. Donc ça peut être une idée, pourquoi pas, qui sera remise au public plus tard, donc pour faciliter la récolte de données. Ma question revient toujours sur la médecine famille. À travers ce qu'on a compris dans nos recherches sur la nouvelle réforme, la médecine famille sera une spécialité. Alors, j'ai deux questions. Est-ce qu'on aura toujours le choix d'être médecin généraliste? Et pour vous, les anciens médecins généralistes, est-ce que vous allez être dans l'obligation de vous soumettre à des formations en médecine de famille, ou bien on sera totalement dans deux voies différentes? Et merci beaucoup. Qui a fait ce conçu? Moi j'ai vu le projet du Conseil de l'ordre qui doit chapeauter ça. J'aurais dit, j'espère que l'étranger ne vivra pas ce type de projet de formation qui ne correspond à rien du tout. Et c'est même une catastrophe si vous le mettez en application, parce que vous êtes obligé d'assister à 3 séminaires par an. En quoi? C'est idiot, ça n'a pas de sens. Tant que la formation n'a pas d'objectif défini avec des résultats qu'on peut mesurer, ce n'est pas une formation, à mon avis. Donc l'obligation est liée. Il doit avoir. Voilà. Alors la notion de médecin de famille, médecin généraliste, j'en ai parlé tout à l'heure. On pourrait compléter tout à l'heure pour ne pas tarder le cocktail, s'il vous plaît. Madame Simon, oui, je pense qu'on va passer. Comme on n'est pas très nombreux, je pense que la faculté nous a préparé un petit cocktail et on va se mettre autour et continuer la discussion. Merci beaucoup pour votre présence. التصاور ديال لابارير ولاو كيتعطلوا سير لا 3 ايام 4 ايام كيجي الاورديناتور الكروم ديال التليفونات كاميرا سبيسياليست حاولوا تصغرونا شويه. ميرسي